bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous le disais précédemment, motiver et animer son équipe, ça passe par un certain nombre d'actions de la part du manager. Donc déjà, ça passe par la formation. Moi, j'avais pour habitude de dire à mes équipes que quoi qu'il arrive, chaque année, je leur demandais de se former. Et je leur demandais de se former à double titre. Une formation technique sur une compétence métier, de leur métier, pour qu'ils puissent continuer à développer leur expertise. Et c'est important pour pouvoir se sentir en confiance et pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à son entreprise. Et je leur demandais aussi de prendre une formation savoir-être ou de développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, à mieux communiquer avec les autres, à mieux interagir, à renforcer leur confiance en eux, etc. Ça me semble indispensable. Et dans la mesure du possible, vous avez le budget de formation accessible. C'est très important, soit de faire les deux chaque année, soit d'alterner d'une année à une autre, mais ne négligez pas en fait les formations également en savoir-être. Et puis, c'est aussi de la formation interne. Pour former efficacement, d'abord, il faut être animé d'une véritable envie de transmettre, de ne pas s'ériger systématiquement en modèle. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant en termes de management intergénérationnel. Je pense que les personnes qui ont le plus d'expérience, peut-être qui sont à 10 ans de leur retraite, ont un rôle essentiel de formation et de mentoring des jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Parce que c'est eux qui ont le savoir, qui ont l'expérience, qui ont les codes, et même si l'entreprise évidemment évolue et que les jeunes ont tout un tas d'idées à transmettre, je trouve qu'ils peuvent déjà parrainer, mentorer un jeune, voilà, pour lui apprendre aussi les codes de l'entreprise, la culture de l'entreprise dans laquelle la personne vient de rentrer. Je pense que ça peut être un gain de temps formidable, ça peut permettre que la personne se sente en confiance, se sente bien accueillie, ça doit faire partie d'un parcours d'intégration à mon sens. Et puis, c'est aussi de le former en interne, de lui transmettre des compétences parce qu'il y a un savoir qu'elle a acquis à l'école, mais il y a tout le savoir-faire qui est issu des années de pratique et d'expérience. Je vois dans les milieux industriels, il y a vraiment un savoir-faire extrêmement subtil. Et ça, c'est le rôle des personnes qui ont beaucoup d'expérience de pouvoir transmettre ça aux jeunes. Alors, il y a des formations de formateurs ou de tuteurs qui existent. Et donc, moi, j'encourage vraiment à ce que déjà vous formiez vos équipes, que vous identifiez les talents qui pourraient transmettre ces connaissances en interne, que vous puissiez les former en tant que tuteur, en tant que formateur, voilà, pour pouvoir transmettre, parce que c'est une posture et ça s'apprend. Et puis, vous pouvez aussi développer des formats micro-learning en étant accompagné pour pouvoir capter finalement votre savoir-faire et ne pas attendre que la personne parte à la retraite pour devoir la rappeler parce qu'en fait, personne n'a été formé en interne. Et ça vous permettrait de garder une traçabilité avec des petites capsules vidéo très courtes de 3 minutes de mise en pratique réelle et de savoir théorique et pratique pour pouvoir transmettre ça aux jeunes générations. Former, c'est aussi savoir que chaque cerveau apprend différemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents styles d'apprentissage à mettre en place et c'est pour ça que c'est important de soi-même se former en tant que formateur ou tuteur. Et puis, former, c'est pas imposer des choix à un collaborateur, c'est aussi en fait, avoir son retour, quels sont, à son sens, lui, ses besoins en formation, ce sur quoi il lui semble important et nécessaire de se former, parce que c'est en général vos collaborateurs qui savent le mieux, encore une fois, ce qui est important pour eux et là où ils ont besoin d'évoluer. Alors, je vous parlais du manager coach, on va en reparler aussi, hein, mais pour coacher, c'est-à-dire coacher, c'est accompagner efficacement. Coacher, ce n'est pas conseiller. La posture de coach, et j'y tiens parce qu'étant moi-même coach, je vois, tout le monde me dit, ah, tout le monde est coach aujourd'hui, mais en fait, tout le monde est dans le conseil, ce qui n'est absolument pas la posture de coach. Un coach, en fait, il aide la personne, le collaborateur, le manager coach, il va aider la personne à clarifier ses objectifs, déjà, dans le cadre de cet accompagnement. Il va mettre à l'aise son collaborateur pour qu'il ne se sente pas jugé, pour que la parole soit libre. Et il va susciter l'envie du collaborateur en le questionnant plutôt que d'intervenir à la place d'eux. Il va questionner, c'est tout le jeu de questionnement et des bonnes questions pour que le collaborateur, en fait, puisse réfléchir par lui-même, trouver ses solutions par lui-même. Donc, en fait, c'est un accompagnement de la pensée du collaborateur pour la construire, la structurer et qu'il trouve lui-même ses solutions. Du coup, c'est vraiment un moment aussi privilégié entre le manager et le collaborateur. Et aujourd'hui, on,
On a besoin en fait de managers coach qui accompagnent les collaborateurs à monter en compétences, à se poser les bonnes questions, à gagner en autonomie, à développer leur motivation, plutôt que des gens très directifs qui nous disent qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça, qu'on a toujours fait comme ci, que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, les jeunes générations n'en veulent plus. Elles veulent aussi un terrain pour pouvoir partager leurs idées. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur parce qu'ils ont plein de bonnes idées qui peuvent être parfois effectivement un peu euh, très perturbantes parce que très différentes de ce que l'on a pu connaître. Ça ne veut pas dire que vous allez prendre toutes les idées parce que c'est vous le décideur. Mais par contre, de les écouter, de les entendre et de leur offrir un espace de parole, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Ils ont besoin de s'exprimer, les jeunes, peut-être beaucoup plus qu'à l'époque où nous, on est rentrés euh, en tant que collaborateur, d'abord salarié au sein d'une entreprise, où vraiment il y avait la parole du manager et puis on ne la remettait pas en cause. Aujourd'hui, c'est différent. Donc c'est une richesse, c'est d'apprendre aussi voilà, à avoir en face de soi des esprits critiques et c'est ce qui nous fait avancer. N'en ayons pas peur. Un mot sur la délégation. Je voulais vous parler de la délégation dans cette vidéo parce que ça me semble vraiment important. J'ai beaucoup trop de managers qui me disent oh, bah, je le fais moi-même parce que ça va plus vite et ça sera bien fait. C'est une erreur parce que vous vous chargez continuellement. Vous ne faites pas monter en compétence vos collaborateurs. Ils ne gagnent pas en autonomie. Vous restez dans un micromanagement. Donc il faut accepter de déléguer. Par contre, il faut aussi une culture du droit à l'erreur. Effectivement, le collaborateur va peut-être se planter une fois, deux fois, trois fois. À partir du moment où vous sentez qu'il évolue, que vous avez mis en place le bon accompagnement, la bonne formation, il n'y a pas de raison, si c'est dans sa mission et son champ de compétences, qu'il n'y arrive pas. Donc, déléguer efficacement, c'est comprendre qu'il s'agit de valoriser, de responsabiliser son collaborateur. Et il ne s'agit pas de se débarrasser quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou de sanctionner le collaborateur en lui filant les tâches les plus ingrates. C'est aussi choisir son délégataire, la personne à qui on va déléguer. Et pour ça, il faut vérifier trois critères. Le critère de disponibilité. Est-ce que mon collaborateur n'est pas sous l'eau, complètement noyé avec une charge de travail immense, auquel cas, ce n'est pas la peine de lui rajouter des missions avant d'avoir déjà clarifié son périmètre. Est-ce qu'il a les compétences? Et sinon, est-ce qu'il peut les acquérir et comment il les acquiert? Par de la formation, de l'accompagnement et dans quel délai? Est-ce qu'il est motivé? Est-ce que je sens que c'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser, qui a envie de découvrir de nouvelles choses? Auquel cas, miser à fond sur ce collaborateur, la motivation, elle est extrêmement importante, à défaut d'avoir vraiment les compétences. Parce que quelqu'un qui a les compétences mais qui n'est absolument pas motivé ne fera pas un bon délégataire. Et c'est important aussi qu'avant de déléguer, bah, vous ayez un entretien pour expliquer et qui soit vraiment motivant hein, et formateur pour votre collaborateur, expliquer pourquoi vous souhaitez lui faire confiance sur ces nouvelles missions. Et puis, avoir un entretien aval pour aussi valoriser votre collaborateur qui a accepté ces nouvelles missions, qui a accepté de prendre un risque pour faire un bilan positif et valorisant. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo parce qu'on a encore plein de choses à se dire. A tout de suite.